L'actualité de ce jour sera marquée par la journée de l'investissement et de l'épargne à l'Université Soumaré, une initiative qui vise à contribuer à l'éducation financière et à la formation de la jeunesse. Au chapitre diplomatie économique entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire, un réseau d'affaires a été porté à la connaissance du public au cours d'une conférence de presse. La fondation Lonassi a procédé à la remise d'ambulances au système sanitaire, un don d'une valeur de plus de 169 millions de francs CFA. Et quelle est la situation post-déguerpissement à GESCO pour le groupe scolaire Chahélène? Le point complet dans cette édition. Et bienvenue à tous sur nos antennes. Vous suivez le journal. Merci de votre aimable attention. Contribuer à l'éducation et à la formation de la jeunesse en les incitant à la culture bancaire et financière à travers la promotion de l'investissement. C'est l'objectif visé à travers la première édition des Journées de l'investissement et de l'épargne à l'Université Soumaré. Une initiative rendue possible grâce à un contrat signé entre l'université et la Banque nationale d'investissement et plusieurs autres partenaires pour renforcer la formation des étudiants. Zénab Dosso et Maru Seri. Les acteurs des entreprises face aux universitaires. Les échanges sont ouverts sur la question de l'investissement et de l'épargne à l'Université Soumaré d'Abidjan. Il s'agit de la première édition des Journées de l'investissement et de l'épargne. Comment investir? Où investir? Pour quels produits? Les questions étaient au cœur des discussions, d'autant plus que la gestion des risques, quelles opportunités. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à l'éducation et à la formation des jeunes en les incitant à la culture bancaire et financière à travers la promotion de l'investissement. Mais principalement, c'est de pouvoir avoir des panels d'échange sur différentes problématiques de l'investissement et de l'épargne. Parce que vous savez, en fait, là, quand on parle en fait, là, du développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire, mais ça prend de faire des investissements. Ça fait des investissements en fait, là, dans tout ce qui est les structures productives, dans les infrastructures. Mais pour faire ces investissements, ça prend aussi une mobilisation de l'épargne. Parce que c'est de l'épargne qu'on prend pour pouvoir investir. Et donc, dans cette mobilisation, vous savez, des institutions comme la BNI, elles sont très, très importantes parce que c'est elles qui jouent le rôle de l'intermédiation financière. Donc, ça veut dire qu'elles vont mobiliser, ils permettent de mobiliser les ressources auprès de ceux qui en ont en excédent et de pouvoir, en fait, là, le donner à ceux qui en ont besoin, comme pour l'investissement. Je suis très content parce que nous sommes à notre première édition et vous voyez, la salle était comble. On avait plusieurs participants aussi qui étaient en ligne parce qu'il faut savoir que cet événement, on l'organisait, en fait, là, en mode hybride. Et j'ai eu le plaisir de modérer le premier webinaire qui a porté sur la gestion des risques. Une opportunité aussi pour les particuliers de pouvoir donc trouver une utilisation de leur épargne pour donc fructifier. Et finalement, la gestion des risques ou bien avec aussi les acteurs donne aussi une opportunité de mobiliser cette épargne pour la croissance de nos économies. Plus précisément, ce qu'on nous on fait dans ces 2 jours, c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants et l'ensemble des investisseurs sur la culture financière et puis boursière. Plusieurs activités ont meublé les journées de l'investissement et de l'épargne en mode hybride, virtuel et en présentiel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé entre la Banque nationale d'investissement BNI et les structures d'enseignement supérieur que sont l'Université Soumaré, le NCA et le CESAC pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. Améliorer les chiffres du commerce et les investissements entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire, tel est l'objectif du réseau d'affaires Pays-Bas-Côte d'Ivoire. Ce réseau a été porté à la connaissance du public ce mardi au cours d'une conférence de presse organisée par l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Nos reporters Philippe Zabo et cette équipe ont participé à la conférence de presse de lancement. Suivons ensemble leur compte rendu. Après le SARA 2023, où ils étaient les invités d'honneur de la Côte d'Ivoire et où ils ont présenté leur potentialité économique, les Pays-Bas ont décidé d'accroître leurs échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Autour d'un cocktail et à l'unanimité, Hollandais et Ivoiriens ont lancé le réseau d'affaires Pays-Bas-Côte d'Ivoire. Un réseau qui sera non seulement une porte d'entrée pour les Hollandais,
mais aussi pour tous les Européens sur le marché ivoirien dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous les attendions pour nous accompagner dans notre développement. En termes de partenariat, certes avec le secteur privé ivoirien, mais surtout en investissement propre, pour nous aider à atteindre nos différents objectifs d'autosuffisance pour ce qui concerne les productions animales et halieutiques. Et donc la mise en place d'un réseau d'hommes d'affaires néerlandais en Côte d'Ivoire est une grande satisfaction pour l'État de Côte d'Ivoire. On a lancé un réseau pour les entrepreneurs néerlandais en Côte d'Ivoire, pour les rassembler, pour les informer et pour vraiment échanger leurs expériences et se connaître aussi, de donner des informations comment faire le business ici et comment assister ces entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire. Il y a des entrepreneurs qui sont déjà ici pendant plusieurs années, qui sont très réussis, qui sont très contents ici, mais aussi il y a de nouveaux qui viennent maintenant et qui ont besoin de notre appui, de l'information. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette réseau des entrepreneurs néerlandais en Côte d'Ivoire. Ce que nous attendons des investisseurs hollandais, qui sont des investisseurs néerlandais, c'est qu'ils nous accompagnent sur ce chemin, que nous partageons ensemble l'expertise qu'ils ont et que nous puissions avoir des partenariats gagnants-gagnants. Mais il faut savoir que la Chambre de commerce européenne, c'est 14 nationalités différentes européennes réunies et dont certaines entreprises néerlandaises déjà qui sont très actives parmi nous. Et nous sommes donc un réceptacle d'informations. Pour son fonctionnement, le réseau compte réaliser un guide des affaires. 2 plateformes seront aussi créées. La première, chargée de la promotion du commerce et des investissements. La seconde, pour un échange d'informations entre membres. Au cœur de la commune de Yopougon, le quartier GESCO devient le théâtre des contradictions en Côte d'Ivoire. La démolition du groupe scolaire Chahélène, accueillant plus de 2000 élèves, symbolise cette dualité. Alors que l'établissement tente de réaffecter les élèves sinistrés, le corps enseignant se retrouve également impacté sans bénéficier de mesures d'accompagnement promis. Notre reporter Diane Kablanko était sur les lieux pour le constat. La Côte d'Ivoire serait-elle en passe de devenir le pays des contradictions? La question mérite d'être posée quand on se rend sur le site d'Eguepi du quartier GESCO dans la commune de Yopougon. Et le symbole de cette contradiction, c'est la démolition du groupe scolaire Chahélène, dont l'extension a près de 2000 élèves. Tout a été rasé aux grandes dames de la communauté éducative nationale. Aujourd'hui, l'heure et à la réallocation des élèves sinistrés dans l'établissement central de Chahélène qui lui a échappé au bulldozer. On tente bien que mal d'insérer les élèves malheureux. À l'école, nous ne sommes pas bien instruits. Quand 2 classes font cours dans une même salle, moi, par exemple, élève en 3e 2, nous sommes 52. Élève en 3e 6, 53. Donc c'est comme si c'est 105 personnes qui font cours dans une même salle. Donc si l'État peut prendre des dispositions pour trouver d'autres écoles, pour que nous pourrons nous installer. Moi, vraiment, ça me plaît. On ne sait pas comment faire. Je viens de l'école, je n'ai pas de sac. On n'a pas de la nourriture à manger. On vient dans les riz, on peut où ça vous préparer. Il n'y a pas de gaz. Le gaz, on a cassé pour me donner. On fait comme. Mon papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. Ils ont pris un feu mascularisé, n'a pas l'argent. On fait comme. Il n'y a pas de sac. Ils ont cassé pour mettre nos habits. On fait comme on partit à l'école. Actuellement, où je suis là, vous parlez, ils ont cassé mon école. On était en classe. On nous a dit qu'ils vont casser l'école. On était là faire cours. On est sorti. On nous a dit de sortir. Ils ont cassé. On a tout laissé. Nos sacs, tout était dans la classe. Même pour aller à l'école, on ne sait pas comment faire. Ici en classe de 3e, ici en classe des examens. Pour les examens, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis on a manqué 2 semaines de cours. Nous ne savons pas où aller. Dans la classe aussi, quand nous partons, il y a beaucoup d'élèves. Nous on ne comprend pas les cours que le prof fait. Bon, moi, je voudrais qu'il continue l'école Chahélène. Les élèves ne sont pas les seuls à payer le prix fort de la démolition de leur école. Le corps enseignant est aussi impacté par cette situation. En tout cas, la tragédie que Chahélène a connue, c'est vraiment difficile jusque-là pour tout le monde. Mais bon, comme les élèves sont déjà, nous sommes déjà en cours d'année, on est obligé
trouver une petite force en nous-mêmes pour essayer d'arranger les choses comme on peut. Sinon, vraiment, c'est difficile. Voilà, mais on essaie de faire comme on peut. Effectivement, nous sommes beaucoup touchés par ce problème. Et par exemple, nous sommes 2 professeurs de philosophie ici. Il y a l'autre qui est actuellement à la rue. Vraiment, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de vraiment penser à l'école Cha-Hélène et le personnel. À la question de savoir si l'école Cha-Hélène a bénéficié de mesures d'accompagnement pour faire face à la situation, la réponse est non. Les promesses du district autonome d'Abidjan n'ont pas encore été suivies d'actions concrètes. Nous n'avons pas reçu d'argent. C'est vrai, ils sont venus ici par rapport à tout ce qu'ils ont détruit comme bancs, c'est-à-dire le matériel didactique et pédagogique. Ils ont commencé, puis ils sont allés en négociation. Donc ils ont commencé à remplacer ce qu'ils ont gâté. Donc les bancs que nous avons vus dehors. Oui, c'est le district qui nous a offert ces bancs-là. En tout cas, ils ont commencé, avec les négociations, ils ont commencé à se racheter. Maintenant, concernant les 10 millions, sincèrement dit, quand le ministre-gouverneur est arrivé, il a dit qu'on a pu, par rapport aux bancs qui sont arrivés, le matériel didactique, donc les 10 millions étant en appui pour aider les élèves, en tout cas à aller à l'école, sauver l'année des élèves. Ça a été dit, c'est vrai, toute la presse a vu, mais nous-mêmes là, les 10 millions là, ils n'ont pas encore donné les 10 millions. Voilà. Ils n'ont pas donné, ils ont annoncé. Ça a été dit, vu, au vu, tout le monde l'a vu, mais ils n'ont même pas encore donné les 10 millions. Donc nous n'avons rien reçu comme argent jusqu'à présent. Depuis son arrivée à la tête du district autonome d'Abidjan, le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo s'est lancé dans une opération de déguerpissement des quartiers dits précaires au motif de leur installation dans les zones à risque. Et justement, pour en savoir plus sur cette situation inédite et choquante que vit le groupe scolaire Cha-Hélène, je reçois sur mon plateau Claude Kadioaka. Il est le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et c'est dans la rubrique Invité du JT. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Claude Kadioaka. Bonjour monsieur. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. De prime abord, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Ça a été difficile, d'autant plus que ça nous a surpris. C'est dans un plan global de restructuration de la ville d'Abidjan. Et donc, ils ont ciblé des zones dites à risque. Donc, dans un premier temps, ces casses-là, je suis resté perplexe face à cela. J'ai été interloqué, j'ai été choqué, et en même temps, j'ai été très désagréable vis-à-vis de ceux qui ont fait cela. Ce n'est pas normal. D'autant plus que nous sommes en pleine année scolaire. Le deuxième trimestre ne vient que de commencer. Et puis on casse les maisons des populations, ce qui n'est pas juste, puisque les enfants qui vont dans les écoles, là, sont avec leurs parents. Et ce sont les maisons de ces parents-là qui ont été détruites. En effet. Donc, l'élève, il a des problèmes, mais le parent a plus de problèmes parce qu'il doit faire face à des achats, à des dépenses supplémentaires qu'il n'a pas prévues pendant l'année scolaire. Donc ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Mais je crois qu'on ne peut pas rester dans la révolte. Quand une situation arrive, quelle que soit la colère, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne va pas rester là à pleurer, à pleurnicher et tout, non. Il faut rechercher les voies et moyens pour régler le problème. C'est ainsi que, très rapidement, j'ai demandé à rencontrer les journalistes. Donc, je me suis adressé à NCI qui m'a reçu spontanément. Et je suis allé dire que je ne suis pas content. Et que la manière dont les choses se sont passées, ça ne peut pas plaire ni à moi, ni aux citoyens ivoiriens, ni aux parents d'élèves, ni aux élèves, ni aux étudiants. Et on a vu, après, ce qui s'est passé. La FESI qui a bloqué l'école. Et qui a donc permis de susciter la calmie. Et donc voir comment entrer en négociation.
Voilà un peu comment j'ai appréhendé la situation. D'accord. Tout à l'heure, vous avez fait état de ce que c'est vrai qu'il y aura vous avez des propositions, c'est vrai, mais bien avant qu'on arrive aux propositions, on a pu le constater, vous y étiez dans cet établissement et 615 élèves ont repris progressivement le chemin de l'école. Quelle est votre analyse et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Ben, lorsque, après la télévision, je suis allé effectivement pour voir sur place. J'ai donc rencontré le fondateur et quelques collaborateurs et des élèves qui étaient très heureux de savoir qu'ils ont un représentant, quelqu'un qui défend leurs parents et eux, leur intérêt. Ils étaient heureux. C'est ça. Ils sont venus m'embrasser, chercher, me toucher. J'étais ému. J'étais ému. Et donc, le premier jour, je suis allé là-bas le 29 février, n'est-ce pas? 29 février. Et ce jour-là, le fondateur m'a dit que 2 jours avant, il y avait au moins 100 élèves qui sont venus. D'accord. Et puis, ce jour où je suis arrivé, il y a eu 300 qui sont venus. Donc, il m'a dit que progressivement, ils commencent à venir. Et j'ai décidé de rester en contact permanent avec ce fondateur. J'ai demandé aux enseignants et à tous ceux qui l'entourent et aux élèves, s'ils ont des besoins, de m'appeler. C'est ça. Et donc, on est resté en contact permanent. Et donc, avant-hier, il m'a dit qu'il y a 615 élèves qui sont venus. Et le problème qui va se poser, c'est que un pan de l'école est parti en lambeaux. Oui. Et donc, la capacité d'accueil va se poser. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, les enfants qui viennent, eh ben, on est obligé de les surcharger dans les classes. Et on nous dit qu'il y a 100 élèves par classe. Ce qui ne nous étonne pas dans les écoles publiques où parfois on voit 100, 150 dans les classes. Oui. On s'en est habitué, mais dans les écoles privées, quand vous voyez 100 élèves, il y a problème. Il y a problème, Il y a problème. Donc, il va y avoir problème de capacité d'accueil. Et nous pensons vraiment à ceux qui ont les examens. Les élèves de 3e et de terminale qui vont passer le BEPC et le bac. Et même les tout petits qui vont passer le CEPE. Donc, les élèves qui sont en classe d'examen, il faudrait qu'on trouve des situations palliatives pour pouvoir les encadrer correctement. Justement, en parlant de situations palliatives, dans les jours à venir, quelles seront les actions de l'OPCI? Voilà. Il y a un pan important que personne n'a abordé jusque-là. Moi, je suis la chose de très près. Personne n'a parlé de psychologue. Personne. Alors, nous travaillons avec des psychologues. J'ai recruté un certain nombre de psychologues depuis 2012 pour faire l'expérimentation, faire en sorte que on utilise ces psychologues-là conformes à grands frères qui n'ont pas d'emploi, qu'on les utilise dans les écoles, comme dans les pays du Nord, même dans les pays maghrébins. Il y a des psychologues dans les écoles. C'est ça. Et donc, l'aspect, le suivi psychologique, personne n'en a parlé. Alors, nous voulons en parler, parce que nous sommes en train de mettre une équipe en place pour suivre ces élèves-là de façon psychologique, parce qu'ils sont touchés. Lorsque l'enfant vient à l'école le matin, qui n'a pas pu déjeuner, qui n'a pas pu bien dormir la nuit d'ailleurs, eh bien, il n'a pas oreille pour écouter quoi que ce soit dans la classe. Donc c'est un aspect important pour nous. Donc nous sommes en train de nous organiser. J'ai dit au fondateur, il a accepté, il a donné son accord de principe. Et donc nous allons nous mettre au travail avec des psychologues pour suivre véritablement ces enfants-là. S'il y a des bonnes volontés pour nous accompagner, parce que ces psychologues, ils vont quitter chez eux, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils paient le transport. On ne va pas fixer des prix de psychologues parce que ça coûte cher. Oui. On va s'arranger de sorte que quand même, ils puissent avoir le minimum pour pouvoir assurer le suivi psychologique, parce que c'est important pour les élèves de Côte d'Ivoire. C'est peut-être dans ces écoles-là qu'on va trouver le futur président de la République de Côte d'Ivoire, des députés. Sait-on jamais. C'est ça. Et donc, il faut vraiment que, pendant qu'on pense à la formation, aux cours pédagogiques et tout, il faut qu'on pense plus encore à l'aspect psychologique, même du personnel aussi, et même des parents d'élèves dans l'environ, qui ont besoin de prendre contact avec des conseils de psychologues. Eh bien, ils peuvent nous contacter, on peut toujours les assister. Mais nous ferons en sorte que s'il y a les moyens, nous puissions les assister jusqu'à l'examen. D'accord. Et puis bon, on va voir le résultat que ça va donner. Pour dire qu'en toutes circonstances, après les émotions, il faut passer à l'acte. Ce sont les actes qui vont pouvoir permettre de régler les problèmes.
Justement, en parlant d'actes, quelles sont, on dira, vos propositions pour les différentes échéances à partir du 12? Il y aura aussi d'autres démolitions. Vous, en tant que président de l'OPCI, est-ce que vous avez des propositions à faire? Ce que nous proposons à l'État, je crois qu'il y a beaucoup de mouvements qui se font au niveau de la présidence de la République. Le ministre Seba Congo serait exclu. On aurait accordé les tâches à une autre personnalité. Moi, je ne rentre pas trop dans l'aspect politique, bien que je puisse en parler, mais je laisse les politiciens jouer leur rôle de politiciens, et nous jouons notre rôle de parents d'élèves. Donc, quoi qu'il en soit, les opérations, certainement, vont se poursuivre. Mais je crois que quand on prend les normes de la Banque mondiale, de l'UNESCO et autres, quand il y a des déguerpissements dans un endroit précis, eh bien, on cherche à créer d'abord comment le cadre de vie de ceux qui sont sur le site, on les recase. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui se fait. Un accompagnement physique, financier, psychologique. Et ils savent, bien quand je parle de psychologue, la Banque mondiale sait ce que c'est. L'UNICEF sait ce que c'est. L'UNESCO sait ce que c'est. L'accompagnement psychologique, c'est important. Donc, je souhaite qu'on ne touche pas à aucune autre école. Si tant est qu'on doit pouvoir, sur le développement du pays, faire des casses, il faut tenir compte de l'école. Parce que l'école, si vous vous frottez, l'école vous emporte. L'école est une structure, est une entité spéciale. Voilà. Et donc, il ne faut pas toucher aux écoles. On peut casser si on veut, ce que je ne veux pas moi, mais il ne faut pas qu'on touche aux écoles pour qu'on vive les mêmes situations qu'on n'a pas encore pu régler à Chahélène. Et à Chahélène, il faut qu'on construise de façon rapide quelques maisons pour que les enfants puissent déjà être dans de bonnes dispositions d'apprentissage. Parce que plus les conditions sont bien, plus le résultat s'en ressent. Justement. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Claude Kadio Aka. Je rappelle que vous êtes le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé un peu de la situation que vit l'administration et les apprenants du groupe scolaire Chahélène. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Toute autre chose à présent, le cabinet Training Consigne System a lancé des séminaires de formation à Yamoussoukro et à Abidjan. Ces séminaires ont pour objectif de fournir aux managers du niveau central des outils qui les rendra capables d'élaborer des documents éligibles au financement et maîtriser les techniques de réseautage. Diane Kablancan et Maru Seri. Dans un monde où les ressources financières sont limitées et où la concurrence pour l'obtention de financement est de plus en plus intense, il est essentiel que les managers soient équipés des compétences nécessaires pour réussir. Dans cette vision, le cabinet Turning Council System veut apporter sa pierre à l'édifice en organisant des séminaires de formation en technique de plaidoyer du 4 au 6 avril 2024 à Yamoussoukro pour la première et la deuxième en technique de recherche de financement du 18 au 20 avril 2024 à Abidjan. Un séminaire de formation à l'attention des managers qui a pour thème renforcement des capacités des managers en technique de plaidoyer. C'est une formation pratique destinée à tous les managers de tous les domaines qu'ils soient. Ce séminaire vise à fournir aux managers du niveau central les outils et les connaissances indispensables pour élaborer des documents éligibles au financement ainsi que pour maîtriser les techniques de réseautage. En effet, dans un contexte où les attentes sont élevées et où les ressources sont limitées, savoir naviguer dans le paysage complexe de la recherche de financement est essentiel pour assurer le succès des activités des directions centrales, des programmes des établissements publics nationaux de santé. Nous supposons que tout le monde est intéressé par le plaidoyer, car le plaidoyer est l'outil essentiel pour obtenir des ressources matérielles, financières, humaines et même immatérielles. Notre conférence de presse avait pour but d'annoncer cette formation qui est la première du genre. Les participants à ces formations auront ainsi l'opportunité d'acquérir des compétences essentielles
pour réussir dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Et pour parler renforcement du système sanitaire, la Fondation LONASI, la messe sociale de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a procédé ce mardi à la remise d'ambulances au système sanitaire. Ces 6 ambulances destinées à l'Office national de la protection civile et 5 centres de santé à l'intérieur du pays permettront la prise en charge efficace des cas urgents de santé. Ces dons d'une valeur de plus de 169 millions de francs CFA ont été remis par le président du conseil d'administration de la Fondation, nous témoignent Koné Nanorgo et Maru Seri. 6 ambulances toutes neuves, dont l'une pour l'Office national de la protection sociale et les 5 autres pour les centres de santé de Diawala, Fodio, Beliewa, Ngangoro et Bassewa. Ces dons, estimés à plus de 169 millions de francs CFA, sont de la Fondation LONASI, des actions qui s'inscrivent dans le cadre des actions sociales de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire à travers sa fondation. Chaque fois que la sirène de l'ambulance retentit, elle annonce une situation d'urgence. Nous sommes tous d'accord. C'est-à-dire une course contre la montre pour sauver des vies humaines. Malheureusement, et comme vous le savez, il s'agit de situations assez fréquentes dans nos centres de santé, surtout en milieu rural. Et les besoins sont croissants. Année après année dans notre pays, malheureusement. C'est donc avec une grande satisfaction et beaucoup d'espoir que la Fondation LONASI met ces ambulances à la disposition des centres de santé que je viens de citer. Notre vœu le plus ardent est que ce matériel roulant contribue efficacement à apporter un dénouement heureux aux situations d'urgence auxquelles seront confrontés ces centres de santé bénéficiaires. Pour les bénéficiaires, ce sont des mots de gratitude à l'endroit de la Fondation LONASI. Mes remerciements vont directement au président du conseil d'administration et toute l'équipe qui l'accompagne pour ces actions. En offrant aujourd'hui des ambulances, vous avez fait grand. En offrant des ambulances, vous avez sauvé des vies. Mais nous savons que la LONASI, en tout cas la Fondation, ne fait pas que ça. Elle fait beaucoup d'actions sociales, en matière d'éducation, en matière de construction de centres de santé. Nous savons que vous faites beaucoup. Vous voyez que je suis tout souriant, parce que je dirais que j'avais une épine, en tout cas sous mon pied. Heureusement aujourd'hui, je dirais même il y a quelques jours, et concrétisé par le don de cette ambulance, je pense que cette épine est sortie. Ces dons d'ambulance de la Fondation LONASI permettront de renforcer le système sanitaire du pays, un secteur auquel la Fondation a consacré en 2023 44% de son budget social. Le secteur éducation-formation constitue un enjeu pour le processus de développement de la Côte d'Ivoire. À Divo, dans la région du Lodibois, un projet de mobilisation communautaire pour la construction des collèges de proximité a été présenté aux autorités. Jonas Zaboki et Djekoudi Silva. C'est une politique qui s'inscrit dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation 2016-2025. Pour le financement de ce plan, le secteur éducation-formation constitue un enjeu pour le processus de développement de la Côte d'Ivoire. À Divo, un atelier de présentation de projets a réuni les autorités dans ce sens. Il faut dire que nous avons été émerveillés et je dirais même surpris par l'action que veut mener l'ONG Soleil Levant Éducation au sein de notre région. 11 collèges de proximité, mais c'est un cadeau royal. Et nous ne pouvons que, au nom du ministre Amédée Kouakou, saluer cette action de cette ONG qui, à travers le CDDD, c'est-à-dire le contrat de désengagement et de désendettement, qui vient nous construire ces établissements-là. On dit que l'ONG Soleil Levant Éducation est une organisation qui est associée sociale à Bondoukou, qui œuvre beaucoup dans le domaine de l'éducation. Depuis 2005, nous sommes sur le terrain. Nous avons initié le projet des écoles communautaires, amener l'État de Côte d'Ivoire à les reconnaître comme une alternative. Cet atelier de formation s'est tenu en présence du préfet du département de Guitry, représentant le préfet de région.
Cet atelier de ce matin avait pour objectif d'informer les autorités préfectorales et les autres acteurs de l'école du projet de construction et surtout de fonctionnement des collèges de proximité dans la région de l'Oindiport. Il s'agissait d'avoir l'engagement communautaire des acteurs sur le terrain. Notons que la mobilisation communautaire a été identifiée comme une composante majeure pour la réalisation et la pérennisation des collèges de proximité. Ceci dans le cadre du projet éducation-formation du contrat de désendettement et de développement financé par l'Agence française de développement AFD. Et à Diokoué, la 34e journée mondiale de la protection civile a été célébrée en présence des membres du corps préfectoral du Guémont. À cette occasion, les populations ont été sensibilisées sur l'utilisation du gaz butane. Elles ont également assisté aux démonstrations et des simulations de secourisme incendie, le travail remarquable des soldats du feu dans la région. Le reportage de Théodore Kanga. Le Centre de protection civile de Diokoué, région du Guémont, a initié le vendredi 1er mars 2024 une séance de sensibilisation des populations sur les risques d'incendie et les techniques pour éteindre un début de feu. Cette sensibilisation suivie de démonstrations a eu lieu lors de la célébration de la 34e journée mondiale de la protection civile. À cette occasion, les missions du Centre de protection civile ont été présentées aux populations. Le but de cette journée, c'est de montrer un peu les différentes missions de la protection civile. C'est vrai, nous sommes là pour vous aider. Quand il y a une situation sinistre, quand vous nous alertez, soyez patients. Il faut mettre d'abord l'équipement en place. Ça peut prendre un peu de temps, c'est vrai. Non, nous demandons un peu de patience. Maintenant aussi, il y a aussi l'incivisme sur les routes. Quand vous voyez les véhicules des secours, de grâce, laissez la route. Parce qu'il y a une urgence, il y a une vie à sauver. Donc, c'est juste exhorter l'ensemble de la population de Diokoué, voire même la région du Guémont, c'est-à-dire à plus de civisme envers les pompiers. Au niveau des gaz, il faut dire qu'en temps de sécheresse, faites très attention. Quand vous allumez le gaz, restez à côté, chers parents, restez à côté, votre poste de sécurité pour veiller. Évitez de dire aux enfants d'allumer les gaz. Diomandé Moussa, chef du Centre de protection civile, a saisi l'occasion pour présenter les équipements dont il dispose. Le préfet de la région du Guémont, Sissé Ibrahima, et la population ont félicité les soldats du feu pour le travail remarquable à Diokoué. Le thème de cette année, c'est les technologies innovantes au service de la protection civile. Vous savez, quand on parle de technologies innovantes, c'est tout ce qui est dans le sort d'Internet, les réseaux sociaux et puis bien d'autres choses. Nous avons voulu démontrer aux populations qu'une bonne utilisation de cette technologie-là peut permettre de sauver des vies humaines. Il faut dire que je suis tellement content de leur arriver ici à Diokoué. On n'avait pas de pompiers civils ici. Et quand il y a un incendie, vraiment, nous pleurons. Il faut dire qu'ils font un travail énorme. Des simulations de secourisme incendie et la visite guidée du centre ont été d'autres temps forts de cette cérémonie. En image, a aussi Arthur Augustin Pascal est le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il a été nommé par décret par le président de la République Alassane Ouattara après appel à candidature. Directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique, il succède ainsi à Assaoré Konan Jacques en poste depuis juin 2016, promu ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique le 17 octobre 2023. A aussi Arthur Augustin Pascal, né le 22 avril 1962 à New York aux États-Unis d'Amérique, est marié et père de 2 enfants. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.